Fait depuis 25 ans à travers le monde. Voilà. Ce matin, j'étais à Fontenay-sous-Bois pour une conférence. L'après-midi, j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour parler de géopolitique à des étudiants qui font Sciences Po, pour parler de démocratie. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Et je suis très, très content. Et le sujet me passionne beaucoup parce que nous travaillons sur ce sujet-là depuis longtemps. Je travaille sur Sembène Ousmane qui a fait le film Moladé, un très grand film. J'ai un ami que j'ai reçu il y a un mois dans le 19e et qui a écrit sur le corpus de Sembène Ousmane, qui est féministe, qui travaille beaucoup, qui défend beaucoup les femmes, etc. Je reviendrai là-dessus, pourquoi je parle de Sembène Ousmane, parce qu'il a fait un excellent film qui s'appelle Moladé. Moladé, excellent film que j'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé depuis 25 fois. Voilà, j'aime bien par exemple, moi je suis universitaire, mais j'aime bien par exemple quand je suis dans les quartiers, changer de façon de faire. Et je suis animateur de café de philosophie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la philosophie dans la cité, au lieu que ce soit la philosophie des grosses têtes, parce que vous êtes savante, vous êtes philosophe sans le savoir, madame est philosophe sans le savoir, vous êtes philosophe sans le savoir. Il y a une autre philosophie qu'on apprend à l'université, ben oui, on est diplômé, voilà. Mais Socrate n'avait pas de diplôme, mais c'était un grand philosophe. Voilà. Moi, je suis philosophe de l'université, mais aussi je fais de la philosophie populaire, sans galvauder la philosophie. Voilà, sans galvauder la philosophie. Le sujet qui nous retient aujourd'hui est extrêmement important et il faut savoir que la violence existe partout. Partout. Ce n'est ni l'apanage d'une culture, ni l'apanage d'une religion, d'un statut social, on le trouve chez les médecins, on le trouve partout. Ça, il faut le savoir. La violence, comment dire encore, on dira que c'est le fait d'imposer à autrui ce qu'il n'a pas consenti. Et dans nos cultures africaines, mais aussi dans les cultures occidentales, je ferai moi des parallélismes, vous verrez. Dans les cultures africaines, il y a ce qu'on appelle des rites d'initiation. Des rites d'initiation. Pour qu'un enfant devienne personne, il faut passer par des phases. Il y a le massage, il y a l'excision, il y a la circoncision, etc., etc., etc. Il y a un auteur qui en parle très très bien, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Vous avez entendu cette citation, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, etc. Donc c'est la citation la plus connue. Bien. Et il nous parle effectivement de qu'est-ce qu'une personne. Et aussi, comment intégrer la personne dans la société. Ça passe par des codes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte ces codes. Par exemple, je ne les accepte pas. Mais je vous dis comment ça se passe. Voilà. Et quand nous enseignons, nous disons tout et après nous faisons la critique. Voilà. Je suis un Africain qui utilise ce qu'on appelle la théorie de l'entonnoir. Ça veut dire quoi? L'Afrique est vaste, il y a beaucoup de choses, il y a des traditions, etc. Est-ce que je dois tout avaler? Non. Aujourd'hui seulement, je l'ai appris aux étudiants. Pour leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes Africain que vous devez tout avaler. Non, vous procédez comme l'entonnoir. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va passer? L'essentiel va passer. Et tout ce qui n'est pas bon, on ne le prendra pas. Et l'excision en fait partie. Tout ce qui n'est pas bon, on va le rejeter. Je suis l'un des rares à oser dire ça. Et maintenant, en Afrique d'ailleurs, on a travaillé avec des imams, mais qu'on a frappé. Parce que l'Afrique a criminalisé l'excision. Le prétexte qu'ils prenaient, l'excision, c'est la religion. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et ça commence à m'énerver, vous voyez? Parce qu'on met tout sur le dos de la religion. C'est faux. C'est une sunna, c'est une pratique. C'est tout. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, il faut qu'on le sache, il faut le savoir, quoi. Et chez les intégristes, ils vont essayer d'utiliser la religion, effectivement, pour forcer les gens à faire des trucs, etc. Et les gens pensaient que l'Europe ne comprenait rien, que les Européens ne comprenaient rien. Les Européens comprenaient tout. Hein. Moi, j'ai eu une amie, c'était la spécialiste de l'excision en France, Marie-Jo Bourda. On a travaillé 25 ans au centre Minkowska.
qu'est-ce que les... vous savez qu'en France, par exemple, on passe par la PMI. La PMI, c'est très intéressant, très intéressant. Ces gens-là ont fait comme toi, ils sont allés étudier. Ils se sont formés. Ils nous ont écouté des gens comme nous. Et ils ont compris notre socioculture, la représentation culturelle de l'Afrique. Comment ça fonctionne. Je vous dis, quand vous ne savez pas, vous préjugez. Il vaut mieux savoir et mieux agir. Et donc, nous, on les a formés. Et quand on... Pas moi seul, hein, il y a plein de gens. Hein, la France est grande. Et quand on les a formés, quand ils reçoivent des populations issues de l'immigration, ben, ça discute. Parce qu'avant, ils se disaient, ah, je ne peux pas le dire, etc. Je dis, ah bon? Mais la vérité, je pense qu'on doit la dire. Hein. Si tu ne dis pas la vérité, tu es complice. Ah oui, vous avez raison, monsieur Sissoko. Ben, je dis oui, tu es complice de violence. Ah, il faut dire. Alors, comment? Celui qui ne dit mot consent. Alors, donc j'ai initié, moi j'habite dans le Val-de-Marne, par exemple, des rencontres comme ça, où je forme des travailleurs sociaux, des spécialistes, etc. Et je leur dis comment il faut faire. Par exemple, c'est pendant les vacances, généralement, que les choses se passent. Les parents disent, ah, on va aller en vacances, etc. Par exemple, moi, quand mes enfants partent en vacances, j'appelle ma mère, j'ai dit, si quelqu'un touche mes enfants, moi, ils disent, je suis philosophe, je suis fou, donc ça m'arrange, vous voyez, moi, ça m'arrange. Hein. Si quelqu'un touche mes filles, je vous emprisonne. J'ai déjà emprisonné un de mes cousins, parce qu'il faisait le con. Donc, je l'ai mis au trou. Voilà. Donc, ils savent que je suis un peu... Voilà. Donc, ça ne touche pas. J'ai dit, la tante vient, la grand-mère vient, tu leur dis, c'est les filles de pape. Tu ne touches pas. Donc, c'est clair et c'est net. Bien. Donc, mes filles ne sont pas excisées. Mais il y en a qui ont été excisées. Parce que comment ça se passe? Tu arrives dans le village ou à la ville et tout de suite, la tante... Si vous avez vu le film Moladé, c'est comme ça. Hein? On vient chipper ou bien on te dit, accompagne-moi au marché. Et après, il dévie. Avec des méthodes barbares. Où il y a des fistules, c'est les conséquences. Je ne sais pas si vous connaissez les fistules. Les fistules, ce sont une cicatrisation mal faite. Ça fait très mal. Après, la femme sent mauvais. Au Niger, c'est très développé. Et c'est moi qui ai dit à mon frère qui est médecin, parce que les Nigérians quittaient le Niger pour venir au Sénégal se soigner. Et c'est moi qui lui ai demandé, effectivement... J'essayais de faire un peu voilà. On s'organisait, on est une famille d'intellectuels et mon père était très très gentil, très ouvert, etc. Et j'ai dit, si tu peux aider ces femmes-là qui sont martyrisées, c'est pas de leur faute. Mais vous voyez, une fois qu'elles sentent mauvais, on les rejette. Double peine. Double peine. On les rejette. Et quand vous allez dans certains pays, ils sont au banc de la société. Parce qu'ils se sentent mauvais. Mais ce n'est pas de sa faute. Donc mon frère en a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dans les PMI, ce qui arrive quand les gens reviennent de vacances, il y a le contrôle et il y a le toucher. Ah oui. Les PMI, ils ont le droit de toucher. Ils touchent pour chercher quelque chose. Et ils en rencontrent. Vous avez parlé de 7%. Moi, je n'avais pas les statistiques. Mais je sais que dans le 93, il y a ce qu'on appelle des survivances, même si le GAMS et beaucoup d'associations ont interdit l'excision. Mais il y a ce qu'on appelle des survivances qui se passent en dessous de la table, etc. Là, il faut les sanctionner. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ma meilleure amie, l'excision sous l'épreuve de la loi. Voilà. Par exemple, il y a, si mon ami porte plainte aujourd'hui, il y a des parents qui portent, des jeunes filles qui portent plainte. Elle dit, elle, non. Il faut porter plainte une fois que la loi est établie. Mais tout ce qui est avant, on laisse passer. C'est un problème moral. Mais ça, je n'entre pas dedans, ça nous amène très loin. Donc, les femmes des PMI vont toucher. Et elles savent très bien ce qu'elles font, parce qu'elles savent ce qui se passe. Et elles ont une cartographie des pays, des ethnies. Ce n'est pas des folles, hein. Elles ont une cartographie des pays, des ethnies, des aires géographiques, des coutumes et des traditions. Parce que nous, on pense qu'ils ne savent rien. Et c'est ça le cliché, quoi.
Mais le savoir, maintenant, il est partout. Hein. Et quand il touche, il rencontre ça. Ah ben là, la machine se met en branle. On a enfermé beaucoup de parents à Saint-Denis, beaucoup de parents, et qui savaient que c'était interdit et qui l'ont fait. Ça, c'est, comment dire encore, beaucoup de pays, 90% des pays africains ont pénalisé l'excision. Mais comme je vous dis, il y a des survivances. Ce qui m'a le plus choqué une fois, c'était des intellectuels, docteurs dans différents domaines, et qui ont demandé d'être excisés. C'est le paradoxe. Comment ça s'est passé? C'est dans la polygamie. La première femme n'est pas excisée. La deuxième est excisée. Ça fait des querelles, des conflits. Et le mari qui est en fait le DRH, qui ne sait rien faire, qui ne sait pas manager du tout, et l'autre se moque. Oh ben toi, tu n'es même pas excisé. Oh, les moqueries. C'est des formes de violence aussi dont on ne parle pas. Monsieur en a parlé des violences qu'on ne voit pas. Les violences intrafamiliales qu'on ne voit pas. Elles sont méchantes, elles sont dures. Et donc ça incite l'autre à aller se faire exciser. Donc on a un pourcentage de femmes qui se font exciser à 30 ans, 40 ans, etc. pour ne pas être la risée effectivement du village ou du quartier. Vous voyez les travers, vous voyez comment effectivement, voilà, ça change les choses, etc. Elles ne le font pas volontairement, mais c'est parce que tout simplement, on les met à l'index. Et toute personne a envie d'être dans un groupe, dans une communauté, d'appartenir dans une communauté. Et c'est une façon effectivement de les insérer. Mais il y a des mouvements féministes ou bien des gens justes comme moi qui leur disent non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas besoin du tout. Et nous, on va te protéger, on va t'aider, on va t'accompagner, etc. Par du développement personnel, pour que tu n'aies pas honte. C'est elle qui doit avoir honte. Vous savez, toujours la victime met la honte sur elle, etc. Vous savez, souvent c'est ça. Non, c'est moi qui suis en faute. Non, on lui dit non. Et comme elle disait, elle n'était pas accompagnée. Nous, on les accompagne. On les accompagne. Et beaucoup de structures maintenant, en Afrique et en Europe, etc., les accompagnent. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont là à la limite de passer, de basculer. Je vous invite à regarder le film Moladé, c'est l'un des meilleurs films sur l'excision. L'un des meilleurs. J'ai des images ici que je vous montrerai. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. Elle a bien dit qu'effectivement, dans l'excision, je ne vais pas faire la conférence que sur l'excision, parce qu'on va parler des violences en général. Parce que, voilà. Mais c'est important, effectivement, de passer par là pour développer. Il y a différentes façons de faire d'exciser. On enlève un bout du clitoris, tous les clitoris, ou bien il y a une 50aine d'années, ces imbéciles-là, ils vont à l'étranger et ils demandent à la grand-mère « coup le sexe » pour que la femme ne puisse pas aller voir ailleurs, etc. Et lui, il reste là-bas 5 ans, 10 ans. Il revient, il dit « rouvre ». Je le fais de façon barbare, mais c'est comme ça. Vous comprenez ça? Ça existe. Donc, alors cette pratique-là a existé aussi dans l'Égypte pharaonique. Ce qu'on appelle les infibulations pharaoniques, etc., etc. Bien. Donc, l'excision est effectivement une grande violence qu'il faut combattre. Et dans mon entonnoir, je le mets au rebut et je le rejette avec mon coup de pied. En plus, je fais du karaté. Hein? Donc, je lui donne un bon coup de pied, boum, hein? Et je le jette. Ça fait partie. Les violences faites aux femmes sont nombreuses. C'est le fait de la société aussi. Alors moi, je n'accuse pas la religion parce que c'est une question d'interprétation où la femme est la moitié de l'homme. Vous voyez ces théories-là, etc. Une femme, c'est au foyer. Une femme, c'est une femme. Donc on la stigmatise et on l'enferme. Et d'ailleurs, on la violente. Ce qu'on appelle les violences qu'on ne voit pas, invisibles, etc., en intrafamilial, à l'intérieur de la famille. Voilà. Souvent, la violence, elle commence à l'intérieur de la famille. Et c'est là qu'il faut effectivement les repérer. Les repérer. Pour tout simplement. Et j'étais très content du petit film La jeune fille, là, effectivement, qui a décidé, effectivement, de dire stop.
Et ça, c'est une belle invitation. Mais bon, il faut avoir du courage. Si vous n'êtes pas musclé, si vous n'avez pas... Tout le monde ne peut pas le faire. D'ailleurs, les policiers, ils nous disent souvent, n'intervenez pas, etc., etc. Mais moi, je peux intervenir. Je suis maître en karaté, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Mais si tu es faible, il y a différentes techniques sur nos téléphones. On a des applications d'urgence, etc., pour appeler au secours, etc. On a différentes techniques. Ce que je n'aime pas, c'est la passivité. Quand on voit quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a pas consenti, on doit venir à côté, l'accompagner, comme vous avez dit, pour l'aider. Ça, c'est extrêmement important. La violence, comme je vous ai dit, elle est partout. Mais on peut trouver des solutions. Et pour ma part, la solution, c'est dans l'éducation. À Dakar, maintenant, et en Espagne, par exemple, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en Europe un des pays les plus avancés sur les violences faites aux femmes, l'Espagne. Qu'est-ce qu'en Espagne ils font? Dans les collèges, les garçons, ils leur avaient proposé au collège de faire du ménage, etc. Ah non, 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 vous savez, on est macho, hein. Ah non, 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 moi je ne fais pas ça, la vaisselle, ah non, 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 non. La couture, ah non, 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 non. Ça a été très difficile, hein. Bah, ils sont pédagogues. Donc, ils ont dit, mais essayez tout simplement. Quelquefois, tu as ton pantalon qui est déchiré, au lieu d'aller en acheter, ben, il suffit juste d'un coup de... Donc, très pédagogue, les gens ont accepté. Et finalement, ça a beaucoup marché. Ça ne fait même pas 10 ans, ce projet-là. Voilà. Et ça veut tout simplement dire, quand tu parles de la théorie du miroir, nous, en philosophie, on utilise beaucoup cette théorie du miroir, etc. C'est-à-dire qu'il se voit à travers la femme. Qu'est-ce qu'on assigne à la femme? Le ménage, etc. Mais non, moi je fais du ménage. J'ai été vieux célibataire quand je faisais mes études à Besançon. Il n'y avait personne, ni ma mère, ni mon père, ni personne. Qui va faire? Ben c'est moi. Ben, je fais le ménage. Et les enseignants ont inculqué ça aux jeunes. Et ça amène, pas en totalité, mais une façon de comprendre l'autre, la femme, le genre, de le respecter. Et le respecter, c'est ne pas porter la main. Le respecter, c'est remuer 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je fais exprès de vous donner les traditions, etc., les proverbes traditionnels, mais ça a du sens. Ça a du sens. Parce que la parole blesse et les gens ne se rendent pas compte. La parole blesse et les gens ne se rendent pas compte. Et il y en a tellement. Et il y en a tellement. Il y en a tellement. On banalise trop, etc. Donc, on dit que c'est l'éducation, c'est par l'éducation à la non-violence, le fait effectivement de se mettre à la place de la femme et de faire, qui va nous permettre effectivement de comprendre l'autre et de le respecter et de bien se comporter en conséquence. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de la connaissance. Si tu ne connais pas, ça ne va pas. Il y a aussi des gens qui sont en souffrance. Par exemple, un homme qui est violent, il est violent, et nous, on dit, il faut le soigner aussi. Peut-être qu'il n'est pas bien. Ah ben oui, il n'est pas bien aussi. Porter la main est facile, mais qu'est-ce qui fait qu'il porte la main? Il reproduit ce qu'il a vécu. Comment? Il reproduit ce qu'il a vécu. Il avait, c'est ça, l'héritage, etc., etc. Moi, je suis spécialiste de la parentalité. Dans la rue, par exemple, quand je vois une maman africaine, bon, je vis en France, hein, après, il y a le sang. Ouais, il faut se taire quelquefois, mais ma femme me dit, tu ne dis surtout rien, hein? Surtout rien, hein? Mes amis ne me connaissent pas, tu te calmes, hein? Bon, après, je respire, mais après, je leur dis, bon, on ne se connaît plus, vous me laissez tranquille. Donc là, c'est trop. Là, c'est trop. Voilà. Devant tout le monde, ils donnent des fessées, etc. Je suis d'accord qu'il faut corriger un enfant, mais il y a plein de façons de corriger l'enfant. Mais si vous tapez tout le temps, comme cette amie que j'ai rencontrée dans le 16e, elle fait comme toi. Il faudrait même que tu la rencontres. Sa maman buvait, elle a vécu l'inceste. Et quand elle l'a dit à la maman, quand je lis ça, j'ai lu beaucoup de livres, je suis un liseur. Je le pose. Hein. La maman boit de l'alcool et frappe. Parce que c'est son oncle, le frère de la femme, qui faisait ça. Et il ne fallait pas le dire. Vous voyez pourquoi? Frapper.
Tu ne dois pas le dire. Elle a eu des balafres, des déchirures. Et la maman buvait. Elle buvait beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. Beaucoup. Elle a des cicatrices. Et c'est quand elle est venue en France qu'elle s'est épanouie. Et maintenant, elle est coach. Elle est coach. C'est un livre qui est très difficile, mais qu'il faut lire. En plus, c'est bien écrit, etc. Elle habite à Nice ou à Cannes, voilà. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de déni dans nos cultures, mais même en Europe. Ce que je dis là, ce n'est pas seulement en Afrique. Le déni existe ici aussi, en France. Moi, j'ai fait toute la France, le fin fond, jusqu'à Mout où il fait moins 50 degrés. Donc, si je vous dis ça, c'est que je connais très bien la France. Voilà. Et donc, la violence intrafamiliale est là, le déni est là, et toujours, c'est la victime qui est fautive. Toujours, c'est la victime qui est fautive. Et la victime est obligée de se taire pour ne pas être à l'index. Le débat sur la violence faite aux femmes est quelque chose qu'il faut effectivement... Il y en a 450 000 en 2024, c'est des statistiques. 424 000, les statistiques sont sorties. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 400 000. Après, maintenant, moi je suis philosophe, il y a violence et violence, quelles sont la façon de catégoriser, etc., etc. Mais ça m'est égal, ce n'est pas ça qui est l'objet ici, mais ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu de consentement et qu'il y a un acte qui a été fait sans l'approbation de l'autre, etc., etc. C'est ça qui m'intéresse, voilà. Et donc, il est vrai que la France et beaucoup de pays se battent effectivement pour sauver les gens, surtout les femmes, avec la maison des femmes. Vous savez, maintenant, il y a la maison des femmes où on met à l'abri les femmes victimes, etc. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement. Avant, il y avait beaucoup de banalisation. Vous allez à la police était comme ça. Ils n'étaient pas bien formés. Mais maintenant, de plus en plus, ils commencent à comprendre. Il y avait une grande ignorance parce qu'ils n'étaient pas bien formés. Mais maintenant, avec la maison des femmes, etc., qu'il y a un peu partout, et puis les mises à l'abri, pour les femmes victimes, etc. Et il y a des femmes, par exemple, on leur dit, dès qu'elles sentent qu'elles se mettent à l'abri tout de suite, qu'elles parlent. Dès qu'elles sentent, qu'est-ce que ça... Et, par exemple, on a beaucoup de femmes victimes de violences qui ne parlent pas. Et quand il faut porter plainte, et c'est là que ça bloque, souvent on leur demande, si tu veux que ça soit pris en charge, il faut porter plainte. Non, c'est mon mari, c'est le papa de mes enfants. Mais ça ne lui a pas empêché de te taper devant les enfants. Voilà. Ça aussi, c'est un travail qu'il faut faire effectivement, qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, mettre son mari en prison n'est pas facile, mais c'est très facile de lever la main sur sa femme. Donc, il faut choisir. Voilà. Et les femmes étaient effectivement précarisées, ce qui fait qu'elles ne disent rien. Et maintenant, la France est en train de beaucoup avancer sur la gestion effectivement de ces femmes victimes de violences pour les sauver, les mettre à l'abri et puis les accompagner. Avec un montant, je crois, il est même question de leur donner une subvention, quelque chose, voilà, une indemnité, voilà, merci beaucoup. Une indemnité parce que c'était une grande difficulté en France. Voilà, la femme, on la sort, mais elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dedans. C'est ça l'accompagnement. C'est pourquoi le mot d'accompagnement que tu as dit m'a touché, parce que c'est ça. Accompagner, c'est prendre du début jusqu'à la fin. Lui donner du travail, l'estime de soi, etc., etc. Corriger. Et c'est très important. Comment dire? Alors, dans les violences faites aux femmes, je dérange beaucoup les femmes parce que je suis venu avec un livre ici, c'est les violences faites aux hommes aussi. On l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Moi, je le répète chaque fois, je suis philosophe. Donc, je ne suis pas dans la compromission, etc. Je dis ce que j'ai à dire et c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent dans l'intimité, qui souffrent. Moi, je travaille beaucoup sur la parentalité. Je forme des papas, par exemple à Chili-Mazarin, qui vont dans des familles pour travailler sur ce qu'on appelle les pesanteurs sociales ou bien les charges mentales.
sur la santé mentale. Vous avez des papas, ils pètent les plombs. Hein. Ils rentrent du travail, au lieu d'aller à la maison, ils vont au foyer. Ils reviennent à minuit. Ils fuient la maison en réalité. Il faut aussi les accompagner, les aider. Ce couple-là, la femme a véritablement fatigué ce monsieur-là, lui brûlé la cigarette, ses comptes bancaires, etc. Un excellent bouquin, excellent bouquin sur les violences aussi. Parce que si je ne le dis pas, si je ne le dis pas, j'aurais failli parce que les gens pensent seulement que la violence est faite aux femmes. Non, il y a aussi la violence faite aux hommes. Et c'est extrêmement important de le dire. Nous, on a fait un ouvrage collectif. Plus de 15 auteurs africains qui ont écrit. Parce qu'avant, ce sont les anthropologues et les ethnologues français qui écrivaient sur nos cultures. Lévi-Brul, Balandier, etc., etc. Et nous, on s'est dit avec une amie, c'est la fille de Kizerbo, qui est au Burkina. Il a dit, Pape, avec mon ami Ndongo, j'aimerais bien rassembler des intellectuels africains et des intellectuelles africaines pour écrire sur les violences faites au genre. Et donc, on a fait cet ouvrage-là, collectif, extrêmement intéressant, le premier ouvrage qui traite des violences faites aux femmes, écrit par des Africains. Parce que le regard est différent. Le regard est très différent. Voilà. Même si j'ai des amis français, américains, qui sont très forts, qui sont plus forts que moi sur les cultures africaines, ils sont très forts, ils ont appris, mais il me semble que me donner la parole a du sens. A du sens, voilà, parce que j'appartiens à la culture, je connais la culture, et c'est extrêmement important de le dire. Et pour terminer, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un échange entre nous, dans la Charte du Mandé, c'est la première déclaration des droits de l'homme de l'Afrique, 1236. La Charte du Mandé qui n'est pas très connue. Nous, on apprend aux jeunes, j'ai dit, écoutez, il faut être fier de votre patrimoine culturel parce que nous, on a inventé beaucoup de choses. Il y avait des violences et ils se sont assis comme ça autour de la table et ils ont dit, on va arrêter les conflits et les violences, c'est pas bon. Et ils ont inventé ça. Voilà. Donc c'est possible effectivement d'avoir la paix. C'est possible effectivement d'éviter les violences. Si on arrive à discuter. Si on arrive, par exemple, je dis souvent au papa, va faire du sport. Va exercer ta passion. Occupe-toi. Et quand tu es fâché, recule. Comme le mouton. Vous voyez, le mouton, il recule. Hein? On prend l'exemple de l'éthologie. Recule. Souffle. Prends le chapelet. Chante, fais quelque chose. Nous sommes tous sujets à la violence, hein, tous. Mais notre éducation fait que nous reculons. Nous ne passons pas à l'acte. Mais nous sommes tous sujets à la colère. Combien de fois, moi, dans le métro, j'ai envie de cogner? Combien de fois? Parce que vous avez des gens qui collent les gens ou bien quelqu'un qui est brutal. J'aime pas l'injustice. J'aime pas que le fort tape le faible. Voilà, ça je n'aime pas. Je suis très gentil, mais ça quand je vois ça, je rougis, même si ça ne se voit pas. Hein. Voilà. Donc combien de fois on a envie de taper? Combien de fois? Donc on est tous sujets à la violence. Mais par notre éducation, nos fréquentations, les débats que nous faisons, nous donnent des outils pour intégrer et dépasser effectivement ces accès de violence. Mais il faut savoir que la violence est connaturelle à l'individu. Hein. Et c'est pourquoi il y a l'éducation. Et on parle de dressage aussi, il faut dresser l'humain pour que le vivre ensemble sans conflit soit possible, etc. Dans une société africaine, c'était au Kenya, je pense, il y a ce qu'on appelle le village des femmes, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une communauté qui, dans leur tradition, c'était comme la femme était un tam-tam, quoi. Je dis, mais c'est pas un tam-tam ta femme, arrête tes bêtises. Ces femmes ont décidé de quitter le village et d'aller à 10 km implanter leur village là-bas, ce qu'on appelle le village des femmes. Et là-bas, elles reçoivent l'homme qu'elles veulent. C'est elles les patronnes. C'est elles les patronnes, hein. Voilà. L'homme, il vient, quand il est invité, on est en Afrique, hein. Vous voyez les traditions quand on dit en Afrique que tout est ouvert, etc. Mais là, ça change. Ce sont les femmes qui t'invitent, hein. Tu ne viens pas quand on ne t'a pas invité, hein.
C'est le village des femmes. Vous regarderez, hein, c'est de très belles femmes, mais qui sont justement pour lutter effectivement contre les violences faites aux femmes, parce qu'il y en avait trop. Voilà. Il y a effectivement des expériences à travers le monde où effectivement on essaye de faire en sorte que les gens, que la vie soit pacifiée, qu'on puisse vivre ensemble en harmonie, en bonne intelligence. C'est possible. C'est possible. Voilà. Et ça, il faut véritablement le cultiver. Alors, je ne vais pas parler longuement. Je vais m'en arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les violences faites aux femmes, mais aussi les violences faites aux hommes. En somme, parler des violences. Ce que j'aimerais, c'est qu'on échange. Vous avez des contributions, des questions, et c'est comme ça que ça va être bénéfique pour nous tous, quoi. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci. Merci. Écoutez, je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup.